Eaux usées inondées par les fortes pluies de ces derniers jours, le processus est bloqué. Les responsables appellent à l'aide. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, 400 pèlerins devront effectuer le voyage religieux. La messe d'envoi a eu lieu hier à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Le premier vol ce lundi à minuit. Syrie, nouvelle intervention télévisée attendue du président ce dimanche. À Istanbul, un conseil national de 120 membres est formé pour préparer l'après-Bachar al-Assad. Artesans, mesdames et messieurs, nouvelle édition. Merci de nous rejoindre. Inondation à Cambérène, la station de traitement des eaux usées complètement envahie par les eaux de pluie de ces derniers jours, entraînant ainsi l'arrêt des travaux. Alertées, les autorités sont sur le qui-vive pour trouver des solutions. Elles demandent le renfort des collectivités locales. Lamine Touré. Des machines qui tournent en plein régime. Ici, on reçoit des eaux de 23 stations de pompage et celles d'une conduite de plusieurs dizaines de kilomètres à travers Dakar et sa banlieue. Aux commandes, cette centrale énergique qui non seulement dépasse sa capacité de traitement d'eau usée, se trouve également envahie. On est dans un environnement complètement envahi par les eaux. Donc cette remontée du niveau de la Niaï a eu des conséquences sur certains ouvrages au niveau de la station d'épuration de commande qui sont presque sous les eaux. Et on a actuellement le cœur du système qui permet à la station de fonctionner maintenant, qui est dans cette situation. Ce qu'on appelle la centrale énergétique qui est derrière moi. L'équipement est vétuste. Les câbles immergés laissent planer beaucoup d'inquiétudes. La station ne peut plus prendre en charge les excédents d'eau entraînés par la remontée de la nappe phréatique. Elle reçoit en moyenne plus de 30 000 m3 d'eau par jour et en traite 26 000 pour une capacité initiale de 19 200 m3 d'eau par jour. On a mis en place des systèmes de pompage. Mais ce système de pompage commence à montrer les limites. On ne peut plus continuer à travailler comme ça. Et si actuellement on a une pluie exceptionnelle ou une situation exceptionnelle, ces pompes-là n'auront plus la capacité d'évacuer les eaux et on sera confronté à, disons, à des problèmes d'inondation complète du cœur du système qui est la centrale énergétique. Des mesures d'urgence s'imposent, faute de quoi la station va connaître un arrêt total de l'avis des experts. Et cela a des conséquences incommensurables. Les 23 stations de pompage concernent les passages d'assaini de unité 1 à unité 26, les Nations Unies, donc Almadi, Grand Yoff, Maris, une partie de Pékin et de Guédiawaye. Donc toutes ces eaux-là arrivent au niveau de la station d'épuration de Cambérène. Maintenant, si on est confronté à un arrêt de l'usine, maintenant, par effet boule de neige, on va avoir des problèmes sur l'ensemble de ces quartiers-là dont j'ai fait cas. Parce que ces eaux ne pourront plus venir au niveau de la station d'épuration et on aura un déversement d'eau usée sur l'ensemble maintenant de ces quartiers-là. Le rôle de cette station est de traiter et rejeter les eaux sans risque de polluer. Cependant, il est urgent de délocaliser la centrale énergique en la réhabilitant, seul gage de sa survie et du bien-être des populations de Dakar et sa banlieue. Monsieur, vous l'avez rectifié de vous-même. Vous venez donc de suivre le reportage sur la centrale de Cambérène réhabilitée il n'y a pas longtemps. C'était au courant 2010 par la Banque africaine de développement pour augmenter sa capacité de production. C'était un zoom sur signé Youssoufa Kama. Je vous le disais à l'instant, inondation dans cette même station de Cambérène, la station de traitement des eaux usées complètement envahie par les eaux de pluie de ces derniers jours, entraînant ainsi l'arrêt des travaux. Alertés, les autorités sont sur le qui-vive pour trouver des solutions. Elles demandent le renfort des collectivités locales. Lamine Touré. Une telle situation était prévisible depuis quelque temps au niveau de la station de traitement des eaux usées de Cambérène. Le mur de soutènement a cédé face aux fortes pluies enregistrées ce matin à Dakar. Le local électrique ne fonctionne plus. Le système de drainage des eaux usées de la ville va connaître du coup une perturbation. Pour l'instant, les structures compétentes de l'État se mobilisent pour trouver des solutions à ce problème.
Aujourd'hui, la station est à l'arrêt et on est en train de trouver des solutions en rapport avec tous les services techniques compétents, notamment le plan Diakhaï, la direction de la protection civile, les autorités administratives de Dakar. On est venu les accompagner. Avec Diakhaï, on a quand même tenu à les appuyer en mettant à leur disposition 3 motopompes d'une capacité globale d'un peu plus de 1500 m3/h. Et on va également mettre à leur disposition un groupe électrogène de 300 kVA. Les sapeurs-pompiers sont déjà à pied d'œuvre pour stopper ces eaux pluviales qui continuent d'envahir les installations électriques de la station. D'autres mesures urgentes vont suivre. Le phénomène est connu, le problème est connu et les services s'attellent à sa résolution. Au-delà donc de l'action des services techniques, je voudrais appeler les responsables des collectivités locales à se mobiliser parce que les eaux sont présentement un peu partout dans les différentes localités. Donc je voudrais leur demander de se mobiliser très rapidement, de sortir les moyens du bord, d'assister les populations et de se mettre en rapport avec les autorités administratives au niveau local pour qu'ensemble que nous puissions véritablement soulager les populations. Initialement prévue pour 19 000 m3 d'eau par jour, la station de Cambérène traite aujourd'hui 34 000 m3 d'eau. Une solution provisoire a pourtant été bien indiquée. Il s'agit principalement de la mise en place d'un dispositif interne de pompage en cas de pareille situation. Autre sujet, religion, en route pour le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Cette année, 400 pèlerins devront effectuer le voyage religieux. À la veille du départ, une messe d'envoi a été célébrée hier à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Les pèlerins ont reçu chacun la Sainte Bible telle que promis par le Saint-Pèque Eric Nimadi. Chose promise, chose due, les 400 pèlerins ont reçu chacun la Bible de Jérusalem, un acte symbolique signe d'un engagement personnel à être et demeurer des pèlerins de l'Évangile. Aujourd'hui, on a entendu l'évêque qui nous a parlé de notre chemin à suivre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à aller poursuivre ce chemin, le chemin du Christ, et qu'on soit tous au retour des évangélisateurs, comme on l'a bien dit aujourd'hui. Je me sens déjà dans l'engouement du pèlerinage. Je suis déjà dans le pèlerinage. Je sens un sentiment de joie, d'assurance surtout. Et voilà, maintenant, c'est comme si j'étais déjà là-bas. Il vaut mieux être le petit d'un grand que le grand d'un petit. Et personnellement, je suis le petit d'un très grand, qui est Dieu. Et je profite de toutes les occasions pour lui témoigner ça. Comme Saint-Pierre, le premier des apôtres, chef de l'Église et parrain de cette paroisse, les pèlerins ont promis de marcher sur les pas de Jésus. Un parcours d'initiation aux sources de la foi chrétienne et Monseigneur Benjamin Gaï de rappeler le véritable sens de cette démarche. La lecture expliquée et la méditation des évangiles dans les différents sites que nous allons visiter vont nous mettre en contact direct avec des personnages qui ont rencontré le Christ, qui ont cheminé avec lui, qui ont bénéficié de ses miracles, de ses guérisons, de ses enseignements. Tout cela doit soutenir notre démarche de découverte et de conversion, surtout si nous faisons l'effort d'une lecture brillante de la parole de Dieu. Cette messe d'ouverture marque ainsi le début du pèlerinage, 3 semaines de dévotion, de prière et de découverte des lieux saints de la chrétienté. Auparavant, les pèlerins ont fait face aux organisateurs. Les différentes équipes d'encadrement ont chacune prodigué des conseils pratiques pour un bon pèlerinage. Et Nimadi a précisé que le premier vol est prévu donc demain lundi à minuit, le deuxième vol 2 heures plus tard, exactement 2 heures du matin. Au Proche-Orient, la tension s'intensifie entre Israël et le Hamas. Depuis jeudi, plus d'une dizaine de roquettes ont été lancées. 15 Palestiniens auraient été tués, des dizaines à 2 blessés.
De jour comme de nuit, depuis plus de 48 heures, les ambulances sillonnent le sud d'Israël. Visée cette fois par les roquettes tirées depuis la bande de Gaza, la ville de Beersheva. Bilan pour la seule journée de samedi, 1 mort côté israélien et une dizaine de blessés. Une attaque à la roquette a visé la ville d'Ofakim et a frappé une maison. 2 jeunes enfants ont été blessés à la tête et 2 adultes également. Plus tard, on a reçu un autre appel de Beersheva. Selon un bilan israélien, depuis jeudi, plus de 90 roquettes auraient atteint le sud du pays. En représailles, des raids aériens ont une nouvelle fois frappé cette nuit la bande de Gaza, où des sources médicales parlent d'au moins 14 morts. La tension ne cesse de s'intensifier également entre Israël et l'Égypte. 2 policiers égyptiens de plus ont succombé ce samedi à leurs blessures, après l'échange de tirs entre Israël et des hommes armés près d'Eilat jeudi. Samedi, devant l'ambassade d'Israël au Caire, ces manifestants s'en prennent au drapeau israélien. Après l'annonce non confirmée du rappel de l'ambassadeur égyptien à Tel Aviv, ils exigent à présent le départ de son homologue israélien. Pas question ici de rester les bras croisés, la révolution est passée par là. Ils doivent être jugés par la communauté internationale et si les Israéliens pensent que les choses se passent comme sous le régime corrompu, lorsque les soldats égyptiens étaient tués et que l'on ne devait rien dire, ils se trompent. Il y a eu une révolution et je veux leur dire qu'un seul soldat égyptien vaut bien 10 soldats israéliens. Si Israël a exprimé des regrets, l'Égypte demande aujourd'hui de vraies excuses. La Ligue arabe doit se réunir en urgence dans la journée. En Libye, l'offensive rebelle gagne la capitale Tripoli, mais difficilement, les forces loyalistes continuent à résister face à la progression rapide des insurgés. Le colonel Kadhafi appelle son peuple à se soulever pour défendre leur nation. Nous nous félicitons d'avoir éliminé les restes des rats qui se sont répandus ce soir à Tripoli et qui ont fait face au peuple. Je sais que vous êtes heureux. Et je sais qu'il y a des bombardements aériens. Mais le bruit des feux d'artifice est plus fort que celui des bombes lancées par l'aviation. Côté rebelle, on affirme que ce n'est que le début. Le Conseil national de transition prévoit la fin proche du colonel Kadhafi. Nous avons des informations précises sur le fait que des pro-Kadhafi ont quitté Tripoli. Il est probable que Kadhafi s'enfuit vers l'étranger, mais nous espérons lui mettre la main dessus, ainsi que sur ses enfants et sur les figures principales du régime, et qu'il soit livré à la justice. Jour après jour, les villes tombent les unes après les autres en faveur des insurgés. Selon nos informations, une colonne de véhicules a pris la route de Zawiya en direction de Tripoli. En Syrie, c'est une nouvelle intervention télévisée de Bachar al-Assad qui est attendue. Le président syrien doit se prononcer sur la situation actuelle ce dimanche. L'opposition, elle, prépare l'après-Balachad à Istanbul. Un conseil national de 120 membres est annoncé. Chez nous, les enjeux de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont fait l'objet d'échanges entre la tutelle et le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle. L'objectif, mieux imprégner ces écoles à une meilleure prise en compte de la formation, nous dit Moussa Dior. Faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du système scolaire, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. Pour mieux jouer ce rôle, le CNOSP et les centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle ont besoin de s'imprégner du degré d'exécution de la réforme. L'enseignement technique, c'est un choix et c'est la deuxième priorité du programme décennal de l'éducation et de la formation. Et donc, pour orienter les enfants, il faudrait qu'on maîtrise les grands axes de la réforme, les nouvelles créations, les nouveaux diplômes qui ont été ouverts et les méthodologies que nous utilisons. Choisir l'enseignement technique par défaut est un cas typique de mauvaise orientation. L'individu doit tenir compte de ce qu'il veut, mais surtout de ce qu'il peut faire. Dans sa série de communications destinées aux partenaires et autres acteurs de la formation professionnelle et technique, la tutelle a choisi un atelier de partage avec le CNOSP et les CAOSP pour mieux expliquer les chantiers entrepris par le secteur. Pour beaucoup, la carrière des élèves, pour la plupart, et des étudiants est compromise par suite simplement d'une mauvaise orientation. Nous pensons donc qu'il serait bon qu'on puisse permettre aux élèves de faire un choix pertinent.
Et cela, nous ne pouvons y arriver que à la suite d'une bonne explication de l'ensemble de nos chantiers, de l'esprit de la réforme, des orientations de la réforme, de ce que nous attendons d'eux pour qu'ils puissent nous aider à faire de bons choix. La création de filières de formation porteuses doit être connue par les apprenants afin de faire un choix judicieux, débouchant sur une insertion.